Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter. Il est réalisé avec le réseau Via Télévision et toutes les télévisions locales de France ainsi que la presse quotidienne régionale. Puis ce sera Territoire d'info avec l'interview politique. Aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui est notre invité politique en direct sur ce plateau. Enfin, l'actualité sénatoriale en dernière partie d'émission. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. Face aux dégâts de la canicule, on s'organise un peu partout, notamment dans le domaine vinicole. Regardez cet exemple dans l'Hérault, où après de fortes chaleurs la semaine passée, les autorités ont rendu visite aux viticulteurs dont les parcelles ont été brûlées et les récoltes souvent perdues. Pour les accompagner et répondre à leur détresse, une cellule de crise a été mise en place. Les explications de Julie Darlingue de Via Occitanie sur place. Ludovic découvre ses vignes au lendemain de l'épisode caniculaire qui a touché l'Occitanie. Ouais, ouf. Ouais, ça a morflé là. Des raisins secs brûlés par le soleil. Voilà, ça repartira pas. Tout ce qui est, voilà, on dirait une attaque de mildiou. Résultat, 10 à 50% des récoltes sur le Fitou perdues, du jamais vu. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, c'était en fleurs. Bon, et depuis cette période-là, on est tous aux aguets. On fait les bons traitements au bon moment pour voilà. Et puis là, ça fait un peu mal, quoi. Ici à Fabrègues, dans l'Hérault, le président de la Chambre d'agriculture et le préfet ont été au chevet d'Arnaud. La parcelle de ce viticulteur est totalement saccagée. Il en tire leçon pour l'année prochaine. On n'a rien pour protéger la canicule. Mis à part que les vignes, on fait ce qu'on appelle l'essimage pour éclaircir les raisins, il ne faudra pas essimer. Il faudra que les raisins soient plus protégés par les branches. Une alternative rapide, certes, pour répondre à l'urgence, mais non pérenne. Plusieurs solutions sont apportées à l'avenir. Nous sommes dans un département et dans une région où il y a des milliards de mètres cubes d'eau qui tombent dans des épisodes de sévonol à l'automne. Il va falloir quand même qu'on pense à pouvoir les stocker pour pouvoir réutiliser cette eau. À Montpellier, nous avons la chance d'avoir Supagro, l'INRA. Et donc, je vais les saisir conjointement pour qu'une étude soit engagée. D'après le président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, des milliers d'hectares de vignes seraient impactés rien que dans le département. Un numéro d'appel d'urgence pour répertorier les professionnels de la vigne touchés est mis en place et des mesures fiscales d'allègement des cotisations devraient être prises. Clap de fin pour le service national universel. Il y a quelques jours à Vannes sonnait pour 97 jeunes le clap de fin du premier service national universel. Conçu par le gouvernement pour remplacer l'actuelle journée d'appel obligatoire, cette première quinzaine était basée sur le volontariat. Le Morbihan faisait partie de la dizaine de départements pilotes pour un premier test et le seul de la Bretagne avec la Loire-Atlantique tout de même. Fanny Coconnier de TV Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, nous en dit plus. La Marseillaise est plus assurée qu'il y a 2 semaines. L'effectif est resté au complet. Les 97 jeunes volontaires ont reçu leur diplôme de fin de service national universel. Ils ont, comme 2000 autres jeunes de 16 ans, testé un dispositif destiné à s'étendre. Ça a été même plus qu'à la hauteur de mes attentes, parce qu'il y a des choses que je ne m'imaginais jamais faire en venant ici. Par exemple, découvrir la SNSM, monter sur les vedettes, etc. Découvrir certaines associations. Je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de militaires qui allaient venir sur place pour nous présenter leur métier. On a appris à se défendre, notamment avec le module de défense. On a appris les premiers secours avec le module avec la SNSM ou avec la Croix-Rouge. En 15 jours, ces jeunes ont fait du sport, beaucoup de sport, un bilan de santé, des débats sur les valeurs de la République. Chaque matin, ils ont assisté à une levée des couleurs et chanté la Marseillaise, des codes militaires qui ont suscité des critiques. Il y a plus de temps consacré à la sécurité, sous l'angle, je dirais, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers. Il y a plus de temps consacré aux valeurs de la République, à l'égalité homme-femme,
à la santé que de temps consacré à la défense et à la mémoire. Le préfet doit faire remonter quelques ajustements pour les éditions à venir. En 2020, 20 000 jeunes devraient à leur tour faire leur service national universel avant une généralisation du dispositif qui coûterait 1,6 milliard d'euros par an. Ceux qui ont expérimenté, eux, sont convaincus. Certes, on est fatigué, mais là, de savoir qu'on part demain, c'est vrai qu'en fait, on a tous envie de rester, même malgré la fatigue. Enfin, moi, par exemple, ça ne me dérangerait pas de rester plus longtemps. C'est une considération des élus. Et dans l'Oise, il vient d'être lancé une campagne de communication afin de rappeler que l'eau du robinet proposée aux habitants est de bonne qualité et d'inciter à sa consommation pour en faire des économies. Plus de détails avec Anthony Capra, regardez. Dans les bars de Saint-Leu-d'Esserand, on sert l'eau de l'Axo. Il ne s'agit pas d'une nouvelle marque, mais d'une campagne de l'agglomération Creil-Sudoise chez les restaurateurs des 11 communes. L'objectif, inciter les usagers à boire davantage l'eau du robinet de leur réseau. Pourquoi payer alors qu'on peut boire de l'eau consommable gratuitement en fait? Avec le litre d'eau du robinet 100 à 200 fois moins cher que celui en bouteille, l'objectif est aussi d'inciter les usagers à faire des économies. Autre intervention pour le pouvoir d'achat, l'agglomération va aider les foyers les plus modestes à régler leurs factures d'eau. Si celle-ci dépasse 3% du budget d'un foyer, l'agglomération fournit une aide financière directe. Ça peut aller de 100 à 300 euros. Pour quelqu'un qui serait 7 ou 8 dans le foyer et qui aurait le RSA simplement, on peut monter jusqu'à 400 euros d'aide. Après, une personne de 3 personnes qui est juste au-dessus du plafond de 3%, pour revenir à 3, va peut-être avoir simplement une aide de 20 euros. Donc c'est vraiment en fonction de la composition de la famille et des ressources. Pour les foyers qui ne peuvent malgré tout pas régler leur facture d'eau, un fonds d'aide est aussi prévu et prend en charge 90% des sommes impayées. Ce sont les centres communaux d'action sociale qui gèrent les dossiers, comme ici à Creil. En 2018, nous avons reçu et aidé 138 foyers et pour un montant de 33 000 euros. Le coup de pouce sur les factures d'eau doit être mis en place à Creil en septembre 2019. Voilà un sujet de WEO, notre télé-partenaire dans le Nord. Ils viennent tout juste de terminer les épreuves du brevet des collèges, mais avant, ils ont passé une année à monter leur propre start-up. Des élèves de 3e ont créé BeSafe, une entreprise pour préserver les abeilles. Et pas question de prendre ce projet à la légère, c'est une vraie entreprise du service aux ressources humaines, aux responsables de la communication. Antoine Besson a pu les rencontrer pour via LMTV Sarthe, notre partenaire sur place. Une rentrée en classe très banale, pour un cours pas comme les autres. Au collège Marcel Pagnol de Noyen-sur-Sarthe, ces 21 élèves de 3e ont choisi d'entreprendre pour apprendre. Là, on est dans le service administratif et financier, donc c'est ceux qui s'occupent de nos factures et de la gestion administrative. Objectif, créer une mini-entreprise. Le service commercial et relations clients qui vont s'occuper des stocks, des commandes et de la vente du produit. Là, on est dans le service production, donc c'est là où ils produisent les pièges. Les pièges, les produits conçus, fabriqués et commercialisés par ces élèves. En début d'année, ils ont choisi de créer un piège à frelons asiatique pour préserver les abeilles. Testé et approuvé par un apiculteur, le produit est vendu 15 € et les 100 pièces produites ont d'ores et déjà trouvé preneur. La mini-entreprise BeSafe est une réussite. Alors on a des élèves qui par exemple, ont décidé, ils ont découvert un service, communication marketing, et ils ont dit en fait ça me plaît vraiment et c'est vraiment le choix d'orientation que je veux faire pour la suite, pour mes études supérieures. Les élèves sont heureux de découvrir le monde de l'entreprise. Le Grand Lucile. Là, tout est en Sarthe, mais il faudrait qu'on regarde si on n'a pas trop loin. J'aurais déjà un premier pied dans le monde du travail. Dans le monde professionnel, je vois à peu près déjà comment ça marche. Je pense vraiment que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour plus tard. Et c'est très bien. Auparavant, je ne savais pas comment fonctionnait par exemple une entreprise. Je ne savais pas que dans une entreprise, il y avait des services différents. Pour gérer leur entreprise, les élèves ont 2 heures de cours par semaine. Trop peu pour eux, car l'expérience ravit les collégiens, presque déçus de devoir quitter la salle de classe. La plupart souhaitent revenir après le brevet, en dehors des horaires, pour finaliser leur projet. La station savoyarde de Tignes a ouvert le plus haut téléphérique panoramique du monde. Les touristes peuvent profiter d'une vue à 360 degrés. La terrasse a été installée sur le téléphérique de la Grande Motte qui part de 3034 mètres d'altitude pour atteindre
3450 mètres. Juliette Vincent-Seigné s'est rendue sur place, regardez. Tignes a vu grand et très haut. Il est désormais possible de grimper à près de 3500 mètres d'altitude, les cheveux au vent. La station savoyarde a mis en place une terrasse panoramique sur son nouveau téléphérique. Au menu, une vue à 360 degrés sur le Mont Blanc, l'aiguille de la Grande Sassière et la cime de Belle-Côte. C'est une nouveauté extrême, donc déjà c'est un plus pour les touristes d'avoir un accès sur le toit du téléphérique avec cette vue imprenable sur le Mont Blanc et toutes les chaînes. Donc c'est juste une sensation formidable, je trouve. Enfin, nous qui avons l'habitude de monter sur le toit, pour la maintenance, c'est juste exceptionnel. Cette nouveauté séduit les touristes. Sur la terrasse, ils sont accompagnés par le personnel de la STGM, la Société des téléphériques de la Grande Motte, présent pour répondre à toutes leurs questions. Ah ben c'est superbe, on a une vue magnifique sur tout le massif, même sur le Mont Blanc, et c'est impressionnant, ça m'impressionne. On se sent bien en sécurité, il n'y a pas de souci. D'avoir tant de vues sur tout le massif, sur... Non, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est beau. Oui, c'est une vraie surprise. Mais accéder à cette vue privilégiée a un coût, 30 € par adulte et 26 € par enfant. Un petit budget pour un voyage, la tête dans les nuages. Voilà, on poursuit la revue de l'actualité avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. La une de la Voix du Nord pour commencer. Pression sur le bac, Saveria. Tous les élèves auront leurs notes demain, assure Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Des professeurs correcteurs ont décidé de ne pas rendre les notes des bacheliers afin de protester contre la réforme du bac et du lycée. Si d'aventure une note manque, ce que nous faisons par exemple lorsqu'il y a une perte de copie, nous mettons la note de la moyenne dans la discipline concernée, a détaillé Jean-Michel Blanquer. Ce sera donc une note provisoire. Au total, ce sont 125 000 copies qui sont concernées sur 4 millions de copies rendues. Le ministre a accordé 24 heures supplémentaires aux enseignants justement pour rendre ces copies. Voilà, une de Presse Océan, le journaux du groupe Ouest France et les suites de la disparition mystérieuse d'un jeune homme pendant la fête de la musique. Oui, à Nantes, une centaine de personnes ont décidé d'attaquer l'État après l'intervention controversée des forces de l'ordre le soir de la fête de la musique. Des plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui et violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ont donc été déposées. Steve, le jeune homme de 24 ans, disparu dans la nuit, reste toujours introuvable. Au total, 14 personnes sont tombées cette nuit-là dans la Loire pendant l'intervention des forces de l'ordre. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. À une du Dauphiné libéré, plus aucun train entre la France et l'Italie, terminé pour l'instant. Oui, c'est une terrible coulée de boue qui a rendu inutilisable pendant plusieurs semaines une des lignes TGV entre la France et l'Italie, la ligne entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane. Cette coulée de boue a coupé l'axe ferroviaire Paris-Milan. La SNCF indique que la ligne ferroviaire est fermée pour plusieurs semaines, le temps des travaux. C'est aussi par cet axe que circule la majorité des trains de fret entre la France et l'Italie. Par ailleurs, l'ensemble des trains régionaux sont aussi annulés. À la une du Républicain Lorrain, c'est le combat des petits hôpitaux à la une. Oui, ils sont menacés, bien sûr, par la réorganisation du système de soins voulu par le gouvernement. Les petits hôpitaux sont pourtant une vraie réponse aux besoins de proximité de la population. Reportage justement à l'hôpital Saint-Jacques, c'est à Dieuze, en Moselle, où on se bat pour garder justement la structure ouverte. Merci Saveria. On termine avec la dépêche du midi. Ce sont les nouveaux radars en Occitanie. Pas forcément une bonne nouvelle, mais ils arrivent. C'est une bonne nouvelle pour la sécurité des Français. Soyez prudents, respectez les limitations de vitesse. Des radars tourelles viennent d'être déployés dans le Tarn-et-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Ces radars nouvelle génération sont multifonctions. Ils peuvent contrôler la vitesse en fonction du type de véhicule, mais aussi le respect des distances de sécurité, le franchissement d'une ligne continue, ou encore le fait que le conducteur soit au téléphone ou qu'il ne porte pas sa ceinture de sécurité. Voilà, soyez prudents. Oui, je faisais de l'humour, bien sûr. Et on sait que c'est une problématique importante dans les territoires. Absolument. Merci, à tout à l'heure. Ça va pour l'actualité parlementaire et sénatoriale. Tout de suite, c'est le club de la presse. Virginie Lepetit et Jérôme Cordelier sont avec nous dans un instant.
Voilà, Virginie Le Petit de Courrier International, bonjour, merci d'être avec nous. On va parler d'une belle région, la côte atlantique avec vous, et puis la Bretagne, une très belle région également, grâce à ce Courrier International hors série qui fait le tour des belles régions françaises qui sont regardées, vues par les étrangers. C'est un point de vue intéressant, on va en parler avec vous dans un instant. Puis on va partir du côté de Marseille avec vous, Jérôme Cordelier. Comme d'habitude, avec vous, on est habitué aux exclusivités. 6 pages consacrées à Jean-Claude Gaudin, qui fait depuis longtemps ce qu'il n'avait pas fait. Il parle, il vous parle, et il dit beaucoup de choses. Alors, c'est quoi? Un entretien testament, un entretien fleuve, justificatif? Comment vous qualifieriez cet entretien exceptionnel avec Jean-Claude Gaudin dans le Point? On a fait plusieurs entretiens, c'est un entretien sur la durée, puisque j'ai été le voir plusieurs fois. Et donc là, il retrace un petit peu toute sa carrière. Donc on a titré, mais c'est un titre de presse, que c'est un peu le testament politique, mais vous savez, les testaments, on peut les changer au cours de sa vie, donc on peut les changer plusieurs fois. Comme vous dites. Je pense qu'il y aura plusieurs entretiens testaments de Jean-Claude Gaudin. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il balaye un peu toute l'histoire de Gaudin. Et il balance aussi. Il balaye et il balance. Il ne passe sa langue dans la poche, il reste très truculent, avec toujours le sens de la formule. Bon, Jean-Claude Gaudin, c'est agréable parce que c'est un homme politique à l'ancienne, c'est-à-dire que d'abord, il a un sens politique très, très fort. Et à chaque fois qu'on parle avec lui... Combien de mandat ? Il est élu depuis 1995. Donc, c'est à peu près plus de 50 ans de vie politique, Jean-Claude Gaudin, quand même. 28 ans au Sénat, ici. Il a été président de groupe à l'Assemblée nationale, ministre, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et évidemment maire de Marseille, président de la métropole de Marseille. Enfin, c'est tout un morceau de l'histoire politique qu'on a Alors, voulu... Il dit une phrase que j'ai retenue. Tout peut se produire, surtout si Marion Maréchal se met dans l'idée de se présenter à Marseille, où il paraît qu'elle a déjà un logement. Voilà. Il est maire, il est bien placé pour savoir si elle en a un ou pas. Petit scoop au passage, parce que justement, personne n'avait écrit que Marion Alors, il le sait, Maréchal, lui, il est maire, il sait voilà, forcément. il sait tout quand on est il maire. sait tout. En plus, il connaît bien son territoire. Mais vous savez, Jean-Claude Gaudin, on en a fait un personnage, on a un peu brocardé Jean-Claude Gaudin, mais c'est toujours intéressant de l'écouter parce qu'il a un grand sens politique. C'est quelqu'un, par exemple, quand on parle avec lui de mémoire, il a toute l'arithmétique électorale, secteur par secteur de Marseille. Donc il voit en fonction des résultats des précédentes élections. Il a été fortement ébranlé, évidemment, par le drame de la rue d'Aubagne qui a fait 8 victimes. On lui a reproché beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont venus sous sa tête, ce qui l'a profondément affecté en réclamant, en disant Gaudin assassin. Quand on sait... Manifestation dans la rue de Marseille. Voilà, quand on sait le lien que Jean-Claude Gaudin a toujours eu avec sa ville, jusqu'à son accent qu'il a porté à Paris, ça a été, on comprend la blessure que ça a pu être. Alors il est en photo dans le Point donc avec Brigitte Macron. Oui. Mais également avec le pape François. Voilà. Parce que il est, entre guillemets, c'est pas de l'humour, mais il est écuménique. Il est écuménique. Et surtout, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le couple Macron, Brigitte et Emmanuel Macron, l'ont un peu remis en selle ces derniers temps, puisqu'ils sont venus à Marseille. La question, c'est pourquoi, Jérôme Cordelier ? Beaucoup d'égards. Pourquoi ? Évidemment, il y a la succession et qui ne se présente pas. Il y a la succession de l'ennemi. Bon, c'est un secret de Polichinelle, mais Emmanuel Macron n'est pas satisfait. Il y a 3 députés En Marche qui sont candidats à la succession. Bon, Emmanuel Macron n'est pas satisfait de ce casting parce qu'il se dit qu'il n'y en a aucun qui peut rivaliser avec Martine Vassal, qui est la présidente de la métropole, qui est que Gaudin a choisi comme successeur. Martine Vassal, c'est vrai qu'elle a beaucoup de choses à faire valoir. C'est la première femme qui a pris le Conseil général des Bouches-du-Rhône. Et ça serait la première femme qui deviendrait maire de Marseille. Et donc, on sent que Emmanuel Macron est en train de cajoler un peu Jean-Claude Gaudin. Derrière Gaudin, le clan des Gaudin veut essayer de faire alliance avec En Marche. Les gens d'En Marche ne veulent pas aller. Enfin, on a ça dans le cas de figure dans pas mal de villes. Je regardais là sur Internet, il y a beaucoup de candidats à la mairie de Marseille. Alors hier, on avait Renaud Muselier. On n'a absolument pas pu lui faire dire qu'il ne serait pas candidat. Oui. On a Samia Gali, là. Je regardais ses déclarations. Samia Gali. Il y a un instant. Renaud Muselier, pour l'instant, ce qu'il dit, c'est qu'il soutient son ami Bruno Gilles. C'est le trop-plein. Martine Vassal va l'être. Voilà. Il soutient son ami Bruno Gilles, qui est lui le challenger vraiment pour la mairie. Et donc, c'est vrai que vous avez plusieurs candidats à droite.
LREM. Mais bon, vous savez, en cette période, on est presque à quelques mois des municipales. C'est plutôt 5, il y a plusieurs candidats dans pas mal de villes. Antia, une spécialiste de l'international, de la vision que peuvent avoir les journalistes. Juste si je peux me permettre, ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Gaudin sur Jean-Luc Mélenchon. On va y revenir. Ce sera étonnant. On va y revenir. Virginie Le Petit, la vision qu'ont les étrangers, la presse étrangère de Marseille. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est à la fois une ville de la Méditerranée très importante. Oui. En même temps, il y a des problèmes à Marseille qui sont marqués par la presse étrangère, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Marseille a malheureusement beaucoup fait parler d'elle, effectivement, pour ce qui s'est passé rue d'Aubagne. Et ça a été extrêmement suivi par la presse étrangère. Et c'est aussi, mais on le sait depuis très longtemps, un creuset où viennent énormément en fait, de populations étrangères. Et ce qui fait aussi qu'il y a une identité multiculturelle vraiment spécifique à Marseille et qui est en général très remarquée. Et qui plaît oui, ou pas? Oui. Ça plaît beaucoup et ce qui plaît aussi, c'est cette énergie qui se dégage de Marseille, de ses différents quartiers. Et c'est souvent ça qui est relaté par la presse étrangère quand on est en dehors d'une grande actualité, évidemment. Mais voilà. Et c'est une ville qui est regardée de près, effectivement, au moment des échéances électorales, parce que s'y exprime autre chose, évidemment, qu'à Paris, dans d'autres termes. Et souvent, ça donne des choses un peu plus vives, on va dire, que ce qu'on vient chercher à Paris. Donc oui, la presse étrangère s'intéresse énormément à cette ville. On termine avec vous et cette interview exceptionnelle de Jean-Claude Gaudin, réalisée par vous, Jérôme Cordelet, dans Le Point. Mélenchon et moi, dit Gaudin. Alors là, c'est des rapports complexes. Oui, complexes. En même temps, mais je en même pense temps, de respect. De respect, Jean-Claude Gaudin, on le lira dans Le Point, a beaucoup d'estime pour Jean-Luc Mélenchon. D'abord, il sait que Jean-Luc Mélenchon, finalement, n'est pas très intéressé par la mairie de Marseille. Lui, ce qu'il vise, et ce qu'il vise toujours, c'est la présidentielle. Et il dit quand même, bon, il faut que faire attention aussi, peut-être, au score de la France insoumise. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ont terminé dernier aux européennes, mais Jean-Luc Mélenchon était premier à la présidentielle à Marseille. Et donc, d'une élection à l'autre, toutes les cartes peuvent être rebattues. Et Jérôme Cordelet, vous restez avec nous, puisque vous serez en deuxième partie de cette Avec émission. plaisir. Et on débriefera l'actualité ensemble. On reparlera de cette interview de Jean-Claude Gaudin. Virginie Le Petit, donc la côte atlantique vue par la presse étrangère, la Bretagne vue par la presse étrangère. Alors, on commence par la côte atlantique. Oui. Alors là, 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Oui, alors la côte atlantique, telle qu'on l'a définie, elle comprend... Oui, il aime bien la côte atlantique aussi. Hein, c'est pas donc, les Landes, c'est également La Rochelle. Les plages des Landes. Voilà, les plages immaculées, sans immeubles, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés. Et dans les articles qu'on a recensés, dans lesquels donc, on a des articles allemands du Spiegel, du Irish Times, irlandais, New York Times, ce qui revient comme mot pour décrire la sensation vécue par les journalistes sur la côte atlantique, c'est le mot liberté. C'est-à-dire que ce soit la journaliste de The Irish Times qui revient passer des vacances en famille, ou les journalistes du Spiegel qui, eux, sont en combi Volkswagen sur la côte, ils sont extrêmement... En combi Volkswagen. Oui, ils ont décidé de faire ça. Voilà. C'est vraiment ça qui les étreint, ce sentiment de liberté. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé une photo là, dans votre spécial hors-série, Redécouvrir la France. C'est à La Rochelle. On voit deux jeunes femmes qui sont sur la plage. Alors, ça, c'est une particularité française. Elles sont sans soutien-gorge, même si elles sont photographiées de dos. Alors ça sidère toujours les Américains. Les Américains, oui, parce que c'est pas une spécificité française. Nos amis allemands et néerlandais sont quand même... Elle est derrière vous, la photo. Mais c'est toujours... les Américains, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à appréhender. Pour des Européens et des Européens du Nord, c'est quand même beaucoup plus commun. Et les photographies qui accompagnent ces dossiers, à chaque fois, sont celles d'un seul et même photographe et qui viennent en fait rythmer le dossier. Et souvent, c'est effectivement un regard un peu décalé. Et ça, oui, pour les Américains, c'est totalement incompréhensible. Merci Alexandra Thierry qui a mis la photo justement où vous en parliez derrière vous. Voilà, la Bretagne vue par la presse étrangère. Oui. Alors là, unanimité aussi. Vous n'avez pas pris de risque, ils adorent la Bretagne. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers qui y vivent carrément. Exactement, et ils adorent la Bretagne, et en particulier les germanophones qui ont découvert... Les propriétés. Et ils ont découvert ou redécouvert la Bretagne à l'occasion d'une série de romans policiers qui s'appelle Commissaire Dupin, qui sont des romans écrits par un Allemand,
qui remporte un énorme succès en Allemagne. Et là, ils sont extrêmement fiers parce que la série télé qui en a été issue a été diffusée sur France 3. Donc, c'est une espèce de succès. Ah, c'est la boucle. Ouais, c'est la boucle est bouclée. C'est diffusé en France. Ils estiment que ça représente extrêmement bien la Bretagne. Mais du coup, ça fait découvrir aux Allemands et aux germanophones cette Bretagne qui est exotique à leurs yeux. Jérôme Cordelier, Non, je dois Bretagne ou dire côte juste- atlantique? J'en profite parce que je dois dire juste que d'abord La Rochelle est première dans la ville Oui, de alors ça, notre hors-série des villes les plus attractives de France. mais Donc, c'est- voilà. vous êtes Et venu en ensuite, parler ici. les dossiers de Courrier International sur les villes et les régions françaises sont toujours très intéressants. Belle Et, confraternité. c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce Jérôme que Cordelier. comme on fait beaucoup de dossiers dans les villes, on les voit de temps en temps. Et c'est vrai que ce regard de la presse étrangère, c'est toujours passionnant. Alors, on continue avec ces hors-séries. On va traiter quoi alors dans les semaines qui viennent là, Le on fait Pays Basque, non, par on n'en la parle presse pas. étrangère. Il y a Jérôme Cordelier, on n'en parle pas. On passera la date. Vous nous donnerez la date. C'est la semaine prochaine. Ah bah, et très puis- bien. Et puis on terminera On ira après, nous. par la Provence. Voilà. Dites-moi, la France, destination touristique, une des premières du monde, Oui. qui se classe dans les premières du monde. Taux de satisfaction de ces visites. Alors, je ne parle pas de Paris, parce qu'il y a des problématiques, on en a parlé sur ce plateau, où il y a des insatisfactions. Le Parisien a consacré un dossier à cela. Bon, pour les étrangers qui viennent à Paris, qui ne trouvent pas forcément les services qu'ils souhaitent avoir, mais ça, c'est propre à Paris. Pour le reste, pour les grandes régions comme ça. Alors, moi, j'ai pas les chiffres, mais ce que nous En on gros, ressent, oui. en lisant les journalistes de la presse étrangère, ils sont quand même très indulgents. C'est-à-dire qu'ils nous trouvent. On a toujours cette réputation d'arrogance, même si elle s'émousse un Les petit Gaulois. peu. Voilà, les Gaulois, un peu chauvins, un peu rudes parfois, etc. Mais finalement, je pense qu'ils nous passent un certain nombre de choses, en tout cas les Européens, au nom de l'affection qu'ils portent à la France et aux Français. Pour les touristes asiatiques, japonais et chinois, c'est quelquefois un peu plus dur parce qu'ils ont vraiment des cartes postales en tête et Elles ne quelquefois correspondent pas à la réalité. la confrontation est parfois un petit peu violente. Voilà. Virginie Le Petit, Courrier International, c'est hors série, superbe. Sur la Bretagne et sur la côte atlantique. Et puis il y en aura d'autres, donc la province qui arrive et, Jérôme Cordelier, le Pays Basque. D'ailleurs, on va regarder le temps qu'il fait, notamment dans le Pays Basque. Vous allez voir. Il fait toujours beau dans le Pays C'est Basque. bleu, 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 il n'y a plus de canicule, le temps est exceptionnel partout, un peu dans le sud, un peu chaud dans le sud. Et puis on se retrouve juste après. Et puis c'est Bruno Retailleau, notre invité politique, tout à l'heure dans Territoire d'Info. À tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Et moi aussi. Voilà, Bruno Retailleau est notre invité dans un instant. Tout de suite, c'est le Zap Monde de TV5 Monde. Ce qui se passe dans le reste du monde. On part en Libye où les États-Unis ne condamnent pas les frappes qui ont eu lieu là-bas, vous le savez. Aux États-Unis, c'est Donald Trump qui organise son défilé militaire du 4 juillet, à l'image de ce qu'il avait vu le 14 juillet en France. Puis Bruxelles où Christine Lagarde prend la tête de la BCE. Enfin, l'Italie où Carola Rackete qui sort de prison car un juge italien a jugé qu'elle avait agi en état de nécessité pour les migrants. Voilà, à tout de suite avec Bruno Retailleau. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Les États-Unis avaient même eux-mêmes
même dénoncé un petit peu plus tôt dans la journée, je cite, une attaque abjecte parlant de pertes humaines tragiques et inutiles. Et bien pourtant, ce sont les États-Unis au Conseil de sécurité qui ont refusé de faire publier une condamnation unanime des 15 membres. Une parade militaire ô combien précieuse pour Emmanuel Macron le 14 juillet 2017 à Paris. Un spectacle digne des plus grands monarques qui a rendu envieux le chef de l'État de la première puissance mondiale. Donald Trump a décidé de reproduire cette tradition et d'exhiber ses plus beaux chars et avions de combat à l'occasion de la fête nationale américaine. Il le promet, le spectacle sera inoubliable. Notre hommage à l'Amérique du 4 juillet au Lincoln Memorial sera grand. Ce sera le spectacle de toute une vie. C'est une figure incontournable de l'économie mondiale depuis maintenant 10 ans. Christine Lagarde n'est pourtant ni banquière ni même économiste, mais l'ex-directrice du Fonds monétaire international a su s'imposer dans les rouages du système européen et des marchés financiers. Cette fidèle d'Emmanuel Macron ultralibérale prend la tête de la Banque centrale européenne. Nous avons choisi 2 femmes et 2 hommes pour 4 postes clés. C'est un équilibre parfait et j'en suis réellement très heureux. Après tout, l'Europe est une femme. Elle est devenue en quelques jours l'un des symboles de la crise migratoire. Carola Rackete, 31 ans, une femme déterminée qui n'a pas hésité à forcer le blocus imposé par les autorités italiennes pour débarquer les migrants qu'elle avait à son bord. Un coup de force qui lui a valu son arrestation immédiate. La justice l'a relâchée, estimant qu'elle avait agi en état de nécessité. Un camouflet pour Matteo Salvini, qui accuse l'Allemande de multiples violations de la loi. C'est quoi ce résultat? Une tape sur l'épaule? Peut-être que la juge a aussi partagé un verre de vin avec cette dame. Cette soi-disant riche Allemande blanche qui devait s'ennuyer.